Alors que les chapitres 401 et 402 nous avaient replongé dans les intrigues complexes de la guerre de succession et fourni des révélations fracassantes, les chapitres 403 et 404 accélèrent définitivement le rythme et nous montrent de nouveaux signes du début de la fin sur le Black Whale. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette review des chapitres 403 et 404 de Hunter x Hunter, une vidéo assez dense qui servira de base pour résumer la situation et proposer différentes pistes de réflexion sur la stratégie des différents groupes impliqués dans la suite des événements. Le chapitre 403 se focalise principalement sur la mise en œuvre du plan de Balsamilko, chef de la milice du prince Benjamin, qui a pour projet d'assassiner le prince Alkenburg à l'aide d'un poison à action lente et indétectable lors du procès devant trancher sur la mort mystérieuse de Shikaku. Même si le poison risque de contaminer d'autres membres de la justice présents au procès, Balsamilko y voit une opportunité pour déclencher la loi martiale qui donnera de facto de quasi plein pouvoir à Benjamin. En se rendant au tribunal, Togashi utilise un découpage mettant en évidence une situation de danger pour Balsamilko, qui se retrouve bloqué devant lui par deux membres de la justice semblant ici par hasard, et Vict, un des gardes de Benjamin possédé par le pouvoir d'Alkenburg qui avait disparu pendant quelques jours, mais qui semble tout de même capable de lui communiquer une information à l'aide de signes de la main. Cela pourrait sous-entendre que même en cas de possession, une victime du pouvoir du 9e prince pourrait quand même rester partiellement lucide, ou tout du moins utiliser certains réflexes pour communiquer des infos importantes. Le 9e prince arrive par un couloir perpendiculaire à celui dans lequel se trouve Balsamilko et utilise l'aura de ses partisans politiques venus le soutenir au procès pour tirer une flèche. On aura la confirmation que la flèche a bien touché sa cible qu'au chapitre suivant, mais Benjamin semble dans un premier temps préoccupé d'une éventuelle manipulation de son commandant, menaçant Balsamilko au téléphone de l'accuser de trahison s'il n'accomplissait pas sa mission d'assassinat du 9e prince d'ici la fin de la journée. Alkenburg, et c'est là une information primordiale, possède en effet de nombreux soutiens politiques, et il apparaît à présent que son pouvoir peut se nourrir de l'aura de ses partisans de manière générale, et non pas seulement de celle de sa garde rapprochée ou d'utilisateurs de naines. Cette information n'avait pas été prévue par Balsamilko et Benjamin, ce qui risque de causer leur perte. D'autant plus que l'on apprend que la première reine Unma, mère officiellement de Benjamin et de Tseridonii, est en réalité également la mère biologique d'Alkenburg, et qu'elle le soutient dans ses ambitions politiques. Cela pose plusieurs questions. Se pourrait-il que dans le cas où le 9e prince serait le fils de Beyond, celui-ci aurait pris des mesures pour protéger son fils de manœuvres politiques de ses aînés? Ou bien que si Tseridonii s'avérait être le fils de Beyond, sa mère serait en réalité la seconde reine d'Uazul, qui physiquement selon moi lui ressemble davantage. Celle-ci aurait ensuite accepté d'échanger la responsabilité de la maternité de Tseridonii contre celle d'Alkenburg dans un but inconnu, peut-être sous l'influence de Beyond lui-même. Cela pourrait expliquer pourquoi les deux princes s'entendent plutôt bien et qu'Alkenburg est le seul prince trouvant un minimum de valeur aux yeux de Tseridonii. Quoi qu'il en soit, la motivation d'Alkenburg pour remporter la guerre de succession semble désormais claire. Il sera prêt à tout pour changer Kakin de l'intérieur. La vraie nature de son pouvoir interroge Kaiser et Steiner du département de la justice, et on apprend par ce biais que le 9e prince semble condamné et va bientôt mourir, signifiant que d'une manière ou d'une autre, le poison a bel et bien eu l'effet escompté. Il est d'ailleurs difficile de savoir pour le moment comment Alkenburg a pu être au courant de l'existence du poison, peut-être par un de ses nombreux alliés politiques l'ayant averti de ce danger potentiel, par sa mère elle-même, ou peut-être simplement en détectant le détonateur dans la main du commandant une fois le contrôle pris sur le corps de celui-ci. Entre-temps, Kurapika propose à la reine Oito de rendre public le contenu de la lettre adressée au prince Wobble, permettant de faire d'une pierre deux coups. Calmer les ardeurs des princes supérieurs et apaiser la situation dans la guerre de succession. On voit que Kurapika poursuit dans sa stratégie de transparence, de partage d'informations. L'information, rappelons-le, est le principal nerf de cette guerre, et le fait de se positionner au centre du flux d'informations devrait lui permettre de prendre la position d'observateur et d'interlocuteur le plus important de ce conflit. Le chapitre 404 s'ouvre quant à lui sur le 3e prince, Korai, qui continue avec ses gardes de débattre de la nature et de l'utilité du pouvoir des pièces issues de sa bête de naine. Il appelle Kurapika qu'il pense être la clé pour l'aider à comprendre et lui offre une pièce en guise de bonne foi. Après plusieurs pages de conversation, il apparaît que l'incompréhension subsiste. S'il est clair à présent que les pièces accumulent du naine de leurs possesseurs au fil du temps, tous les 10 jours en augmentant leur valeur, on ne sait toujours pas en quoi cela avantagerait concrètement Korai. Dans cette guerre de succession, les bêtes de naine ont tout un pouvoir permettant une forme de manipulation des autres pour favoriser leur prince, ainsi un pouvoir de long terme comme celui de Korai, voire de très long terme, qui ne se révélerait qu'une fois celui-ci devenu roi, s'avérerait largement inutile sur le Black Whale. L'explication la plus probable est donc que Togashi nous emmène sur une fausse piste, et que soit ces pièces ont un pouvoir bien plus grand qu'il ne semble au premier abord, et Korai semble d'ailleurs s'en douter, soit cela permet de détourner notre attention d'autres éléments importants de l'histoire, comme les liens du 3e prince avec la mafia, allié rappelons-le à la brigade fantôme, qui constituerait pour lui un avantage bien plus important encore.
Personnellement, au vu de la personnalité diplomate du prince, je verrais bien ces pièces permettre de réaliser des compromis et échanges de bons procédés soutenus par du naine, récompensant les personnes fidèles et honnêtes par de la chance et les traîtres par de la malchance. La bête de naine de corail ressemble d'ailleurs à un dharma chakra, un symbole important de l'hindouisme qui a plusieurs significations, parmi lesquelles la chance, le savoir, la noblesse d'âme et l'élévation spirituelle, amenant à un grand changement. Autant de caractéristiques qui peuvent nous aiguiller vers un pouvoir des pièces permettant d'amener une prise de conscience sur le Black Whale ou dans le royaume de Kakin, si jamais Corail devenait roi. Il pourrait alors atteindre une sorte d'éveil et devenir tout puissant. Les pensées de Kurapika nous amènent ensuite vers une autre intrigue du Black Whale, celle des mafias, avec l'idée que si une alliance avec Corail permettrait à Kurapika d'obtenir une protection intéressante pour Wobble et de temporiser, une telle situation serait à double tranchant en raison de l'instabilité entre les mafias aux étages inférieurs. Si par exemple Benjamin, qui cherche à établir une loi martiale, parvenait à semer la discorde entre les mafias et donc entre ses trois frères qui leur sont affiliés, à savoir Corail, Tsiridoni et Luzurus, alors cela mettrait Kurapika en danger imminent et plus généralement pourrait amener à l'explosion du Black Whale dans le chaos le plus total, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos sur cet arc. Chaos qui risque d'arriver de manière imminente à présent, puisqu'enfin on peut dire que les princes passent à l'action. On a la confirmation à ce chapitre qu'Alkenburg a réussi à prendre possession du corps de Balsamilko. Cependant, le poison a également fait son effet et causé l'agonie puis la mort du 9e prince. On en déduit alors plusieurs règles assez complexes sur son pouvoir. Une fois la flèche tirée, l'âme d'Alkenburg ou d'un de ses partisans prend possession du corps de la personne touchée. Si le choix de l'âme semblait aléatoire au précédent chapitre, on peut supposer que si c'est Alkenburg qui s'est retrouvé en possession du corps de Balsamilko, c'est qu'il était le seul utilisateur de naine probable présent au sein de tout son groupe de partisans. Mais cela n'est pas suffisant et une autre explication serait liée aux plumes issues à l'état d'hypnose générale provoqué par Alkenburg à tous ceux passant du temps avec lui. Ces plumes seraient nécessaires pour pouvoir échanger de corps et d'âme, ou tout du moins seraient peut-être réservées aux membres de sa milice. Cela serait cohérent avec le choix de Sumidori quelques chapitres plus tôt, qui était prêt à tout pour servir le 9e prince lors de l'attaque sur Shikaku. La volonté semble être un critère primordial dans le pouvoir d'Alkenburg et l'aspiration du prince à changer Kakin lui confère en soi un immense pouvoir. Plusieurs règles sont à présent révélées, comme le fait qu'une seule des deux âmes peut rester éveillée lors de l'échange, celle de l'attaquant ayant toujours la priorité. Le corps de l'attaquant est plongé dans un coma, comme vu avec Sumidori par le passé, tandis que celui de la cible devient possédé par l'âme de l'attaquant. Cependant, dans la situation actuelle, Alkenburg étant mort du poison, il a dû faire ingurgiter un puissant somnifère à Balsamilko afin d'endormir son corps au moment où l'âme d'Alkenburg reviendrait dans le sien. Le plan semble ingénieux mais pose plusieurs problématiques. Que deviendra l'âme d'Alkenburg une fois Balsamilko réveillé de l'effet du somnifère, soit environ 10 heures plus tard? Le 9e prince devra impérativement réactiver son pouvoir et le meilleur moyen serait sans doute pour lui de s'en prendre à un autre prince, particulièrement Benjamin, en gagnant sa confiance via le corps de Balsamilko. Une telle attaque serait possible par exemple lors de la procession mortuaire prévue pour Alkenburg, pour laquelle Benjamin semble souhaiter du calme et du recueillement pour honorer la mémoire de son frère et ne surtout pas froisser ses partisans politiques. On en arrive alors à ma principale théorie sur Alkenburg et son fameux plan pour remporter cette guerre de succession. La première possibilité que je vois est un changement de corps successif, de prince en prince, jusqu'à parvenir à atteindre le roi Nazubi lui-même et mettre fin à la guerre. Plusieurs obstacles seraient à franchir, certains semblant infranchissables, étant donné que le 9e prince lui-même ne comprend pas encore parfaitement son pouvoir et que les bêtes de naine des princes présenteront sans doute une résistance. On pourrait par contre penser que l'âme en tant que concept s'avère supérieur à celui du naine dans le monde de Hunter x Hunter. Comme on a pu le voir pour Kaito, son âme a pu être réincarnée par son pouvoir de naine lui permettant de survivre à un combat contre Pitou. Si Alkenburg parvient à prendre les autres princes par surprise dans un état de contrôle du corps d'un autre, cela pourrait dépasser les capacités des autres bêtes de naine et amener à sa victoire. La seconde possibilité envisageable est qu'Alkenburg ait un plan encore plus ambitieux. Utiliser sa mort comme prétexte pour devenir tout puissant. S'il parvient à ressusciter d'une manière ou d'une autre et reprendre possession de son corps, il apparaîtra à ses partisans et à l'ensemble des passagers du Black Whale comme une sorte de messie, une force prophétique qui par son pouvoir de cumul de naine deviendrait alors inarrêtable. Ce personnage a donc un potentiel gigantesque auquel Benjamin et les autres princes devront faire face à un moment ou un autre. Notamment Tsiridoni, qui poursuit son entraînement au naine et semble atteindre un niveau phénoménal, présentant une posture dessinée par Togashi rappelant plus que jamais celle de Netero sur la couverture du tome 27, laissant de plus en plus présager une parenté. Tout comme Netero, Tsiridoni semble capable d'engendrer une perception différente du temps, ce qui rejoint sa capacité de vision dans le futur. Une information d'autant plus intéressante quand on sait que Netero s'est entraîné toute sa vie pour atteindre l'éveil spirituel, tandis que Tsiridoni se voit déjà comme un être parfait et dénué de défauts, et requiert un entraînement sur un très court laps de temps.
Tous ces indices montrent que la situation sur le Black Whale arrive progressivement à un point de non-retour, duquel nous sommes sans doute plus proches que jamais, en particulier lorsque l'on voit dans les dernières cases du chapitre que la brigade fantôme est prête à passer à l'offensive contre la mafia Hay. Les funérailles d'Alkenburg seront un moment critique durant lequel sa dépouille sera descendue aux étages inférieurs, laissant une fenêtre de tir pour son âme dans le corps de Balsamilco, mais également pour les autres princes, la mafia et la brigade. Le retour de Leorio au chapitre 404 montre également de manière discrète un nouveau départ. Son rôle dans l'équipe médicale lui permettra sans doute d'être aux premières loges lors de l'explosion de l'action. Ces deux chapitres montrent donc que Togashi veut finir son arc, veut faire avancer l'histoire, et même si certaines informations nous manquent encore pour tout comprendre, les prochains chapitres devraient permettre de tout éclaircir avant de voir le Black Whale devenir un immense champ de bataille, un peu à la manière de Yorkshire City à l'époque. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews et analyses, prenez soin de vous, salut à tous.